Bonjour à tous, merci et je suis ravie d'être là parmi vous. Alors, je vais aujourd'hui être la modératrice, donc je vais essayer d'animer les débats et de poser les questions. Le thème qui a été retenu aujourd'hui, c'est l'impact de l'IA dans le champ du droit, avec les réalités actuelles et les pistes d'évolution. Alors, on va partir d'abord et on va laisser intervenir la première personne qui est Ariane Malmanche. Je vais vous présenter les intervenants et puis je poserai des questions au fur et à mesure. Donc Ariane est responsable de la communication et de l'événementiel chez Légitime, que vous connaissez en tant qu'éditeur, notamment du Village de la Justice, et qui est aussi co-organisateur des rendez-vous des transformations du droit, grand rendez-vous, aussi avec Open Law. Ariane interviendra pour nous présenter l'étude du Village de la Justice qui est sortie il y a peu sur la réelle utilisation de la legal tech par les directions juridiques. Ensuite interviendra, alors pas dans cet ordre-là, mais là je vous les présente à ma gauche, Cyril de Villeneuve, qui lui est senior advisor chez Gino Legal Tech et qui est aussi membre coordinateur du groupe Legal Tech de France Digital. Ensuite, nous avons Fabrizio, donc Fabrizio Papa Teixeira, qui est président du directoire de chez Lexbase et qui est aussi membre coordinateur du groupe Legal Tech de France Digital. Ensuite, nous avons Philippe Laurence, qui est responsable des affaires publiques chez Doctrine, et qui est aussi membre coordinateur du groupe Legal Tech. Oui, il n'y en a que 3. C'est le trio, membre coordinateur du groupe Legal Tech de France Digital. Et puis pour finir, on a Sumi Saint-Auguste, qui est directrice de la prospective chez Lefebvre-Sarrut et qui est aussi présidente de l'association Open Law. Alors, on va commencer, donc je vous l'ai dit, avec cette étude. Et dans le cadre de cette étude, l'idée était vraiment de connaître la réelle utilisation de la legal tech de la direction juridique. D'accord ? Et moi, j'ai tout de suite envie de savoir, Ariane, quels sont les outils legal tech auxquels les DJ ont accès et lesquels sont réellement utilisés. Et puis aussi, ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce qui manque aujourd'hui dans ces outils Legal Tech aux directions juridiques. Bien sûr. Alors, il s'agit en fait d'une enquête qui a été menée auprès de 136 directions juridiques en France, qui ont été sélectionnées par les équipes du village, qui ont été contactées directement pour avoir un panel représentatif un peu des entreprises françaises. Donc c'est une enquête qui est très récente, elle a été menée en janvier-février 2024. Et ce qui est ressorti de cette enquête, c'est qu'en réalité, on avait aujourd'hui une utilisation assez importante de la Legal Tech, puisque en 80% en ETI et grandes entreprises équipées d'au moins un outil Legal Tech, et 44% en ont même plusieurs d'outils. Ce qu'on appelle en plus des outils avancés, c'est-à-dire des outils dédiés, c'est-à-dire on va au-delà de la suite Office. Pour les TPME et PME, on est à 65% d'entreprises qui sont équipées. Et les parents pauvres un peu de la Legal Tech, c'est quand même le secteur public et associatif, puisque là, on est uniquement à 40% d'équipés et seulement 13% ont plus qu'un outil. Les outils les plus utilisés, il y a un lien direct avec ce qui s'est passé ces dernières années. Hein. L'outil le plus utilisé, c'est la signature électronique. Et c'est le résultat direct de la période Covid, où forcément les entreprises se sont massivement équipées. Le deuxième outil utilisé énormément, ça va être les outils de gestion de contrat classiques, ce qu'on appelle les CLM, qui sont donc les outils, mais hors finalement rédaction pure. C'est plutôt toute la partie gestion de la vie du contrat et le stockage également. Le troisième outil relativement utilisé, c'est les outils collaboratifs. On est à 41% d'utilisation, ce qui s'inscrit aussi finalement dans cette continuité du changement des modes de travail pendant le Covid.
Dans les outils qui sont souhaités, et c'est là finalement que l'IA arrive directement, puisque les outils qu'ils aimeraient utiliser, ce sont des outils en premier d'aide à la rédaction intégrant de l'IA générative, notamment sur la rédaction de contrats, et les outils de veille, notamment sur la jurimétrie et l'aide à la décision. Ce sont les deux grosses tendances qui ressortent, que ce soit d'ailleurs pour les utilisateurs déjà de LegalTech ou ceux qui ne sont pas du tout équipés. Ok, merci beaucoup. Alors du coup, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on puisse revenir sur des fondamentaux, tout simplement. J'aimerais bien qu'on puisse revenir d'abord sur l'IA et arriver à l'IA générative. Puis ensuite, qu'on puisse aussi revenir sur les grands modèles de langage avec des cas d'usage. Alors peut-être on pourrait faire des cas d'usage sur la big data. Ça, je sais que c'est Philippe qui va le faire. Et ensuite, on aura l'occasion de revenir sur les cas d'usage, spécifiquement cette fois-ci dans les contrats et la compliance conformité. Cyril s'y attellera. Et puis, évidemment, parce qu'on envisage les pistes d'évolution et donc les perspectives, là, vous pourrez prendre tous les trois la parole. Alors, je vous laisse la parole. Je vous remercie. Alors merci beaucoup pour cette invitation. Donc aujourd'hui on va beaucoup parler d'IA générative et d'IA conversationnelle, mais moi je vais faire l'étape juste avant. Alors vous inquiétez pas, l'étape juste avant, elle a juste 5 ans, je dirais, même si on pourrait remonter plus loin. Mais l'idée c'était quand même de signaler, parce qu'avec l'IA générative, il y a une nouvelle interface utilisateur, une nouvelle interaction avec la machine, qui fait qu'on parle beaucoup plus d'IA aujourd'hui qu'il y a 2 ans. C'est pas pour ça qu'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, nous, LegalTech ou éditeurs juridiques, on utilisait déjà beaucoup d'IA. Donc je voulais juste faire une petite parenthèse pour vous montrer comment on l'utilisait. Alors, un des usages les plus connus, c'est par exemple l'anonymisation des décisions de justice. Vous savez qu'une décision de justice, c'est un acte judiciaire qui a vocation à être public. Pour autant, dedans, il y a des données personnelles. Donc ces données personnelles, il faut les anonymiser. Et ça, on l'a fait avec des technologies d'NLP, donc d'intelligence artificielle, qui ne sont pas encore celles des grands modèles de langue ou de l'IA conversationnelle. Mais c'est un premier exemple. D'autres exemples, c'est par exemple le fait d'ossériser un document, c'est-à-dire par exemple de repérer, de cartographier le layout ou la page du document pour repérer les signatures, les tampons, etc., les extraire pour mieux ossériser cette partie. Ça peut être aussi quand vous saisissez dans votre moteur de recherche des mots, identifier des expressions juridiques, pour chercher un petit peu comme à l'époque dans un code rouge, à la fin, il y avait un mot associé à des expressions juridiques. Ça peut être aussi, par exemple, intégrer toute une série de documents. On peut penser, quand vous drag and droppez, glissez et déposez des conclusions, on va vous analyser les conclusions, donc les faire passer d'un PDF à une version HTML. Vous identifiez automatiquement les liens des textes de loi, des décisions de justice pour que vous puissiez les consulter. Une fois que vous avez trouvé ces décisions de justice, trouvez des faits similaires. Donc tout ça, c'est des choses qui existent depuis des années et que vous utilisez déjà en le sachant ou pas. Voilà. Mais le point, là, on passe à une étape supérieure puisque les grands modèles de langue vont permettre de synthétiser, converser avec vous, etc. Mais là, je vais laisser la parole à mes successeurs. Merci. Oui, alors du coup, l'étape d'après, c'est l'IA générative dont on a beaucoup parlé. Nous, les entreprises de la LegalTech, et pas que d'ailleurs, toutes les entreprises aujourd'hui en font un usage. Les quelques cas d'usage qu'on peut vous présenter qui ne sont pas spécifiques au droit, après je pourrais revenir un peu sur le droit, mais c'est par exemple sur la production de code, ce qui va permettre aux développeurs de développer plus rapidement des fonctionnalités, et donc ça va accélérer l'innovation. Donc l'IA générative elle va avoir ce phénomène d'accélération. Vous avez la donnée synthétique qui va permettre par exemple à des équipes de pouvoir produire, de pouvoir travailler sans attendre que le contenu arrive, et donc de travailler sur de la donnée synthétique. Il y a plein de cas d'usage aujourd'hui sur la donnée synthétique. Et après, vous allez avoir notamment un usage sur l'amélioration des datasets pour les fameux algorithmes qui ne sont pas morts, qui sont encore utilisés presque majoritairement, et qui, pour être améliorés, ont besoin de meilleurs datasets. Et donc l'IA générative va permettre d'améliorer la qualité, la structuration du dataset. Et donc tout ça, c'est des usages dès aujourd'hui qui permettent à l'innovation d'accélérer. Et après, vous allez avoir les usages dans le monde du droit. Alors évidemment, vous avez le chatbot qui est un peu l'exemple que tout le monde a en tête avec OpenAI et ChatGPT.
Mais l'IA générative, c'est seulement entre guillemets 20% de ce que vous pouvez voir sur l'IA générative, le chatbot. C'est juste l'interface avec vos questions. Mais derrière, il y a des cas d'usage. Le cas d'usage, c'est comment est-ce qu'on va être capable de mieux comprendre votre requête. Ça, c'est pas nécessairement l'IA générative, ça peut être de l'IA classique pour bien comprendre ce que vous cherchez, quelles sont vos attentes en tant qu'utilisateur, et pour ensuite aller chercher les bons documents. Et c'est ce qu'on appelle le RAG. C'est un terme que vous allez utiliser de plus en plus souvent, où l'idée c'est que le big data juridique, on parle de dizaines de millions de documents qui est un chiffre qui va augmenter d'année en année avec notamment l'open data des décisions de justice qui se met en œuvre tranquillement. Et donc les modèles, vous avez dû le voir aussi, sont extrêmement coûteux à l'usage, et donc ils ne vont pas avoir accès à chaque requête à l'intégralité du big data juridique. Et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on va utiliser à nouveau l'intelligence artificielle pour venir identifier les bons documents qui sont pertinents pour répondre à votre réponse, et ensuite travailler sur ces quelques dizaines de documents pour vous proposer la meilleure réponse possible. Et donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir l'IA générative, comme une nouvelle brique qui vient enrichir un playbook que les développeurs avaient à leur disposition et qu'on va articuler entre eux comme des Lego pour venir créer des fonctionnalités, des services qui seront utiles au quotidien des professionnels du droit. Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les Legal Tech ont intégré ou sont en train d'intégrer l'IAG. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est encore un petit peu neuf. Les produits commencent à exister, commencent à être testés, à être expérimentés par des cabinets d'avocats, par des entreprises, d'ailleurs plutôt des grandes entreprises qui ont le temps, qui ont les ressources de tester nos solutions. Mais on est vraiment au début. Et on est encore dans cette phase où on attend ces premiers retours d'expérience concluants et des premiers grands témoins qui viendront ici peut-être l'an prochain et qui viendront vous raconter leur retour d'expérience. Ce que je voudrais dire, c'est que sur des cas d'usage, notamment dans la famille des contrats, dans la Legal Tech, on peut dire qu'il y a trois familles où l'IAG va vraiment être un levier supplémentaire pour les professionnels du droit. Il y a effectivement les contrats, le big data et la conformité. Dans le domaine des contrats, je citerai quelques exemples de cas d'usage. Vous avez le premier cas d'usage qui est la rédaction de contrat, la rédaction de clauses, de pouvoir effectivement utiliser la solution pour avoir un premier projet de contrat et en tant que juriste, de passer votre temps, votre créativité, votre intelligence pour peaufiner le contrat. Avec notamment des fonctionnalités qui vous permettent, à partir de ce modèle de contrat, de le stocker éventuellement dans un closier partagé et de faire en sorte que d'autres collaborateurs puissent utiliser ce modèle. Vous avez aussi la possibilité de comparer des contrats ou des clauses. Donc, en interne, la direction juridique va, à partir de ces modèles de contrats qui auront été validés, va être en mesure, grâce à l'outil, de comparer un contrat tiers et de demander à l'outil de noter les points de différence clause par clause. Donc ça, c'est un vrai point qui va vous faire gagner du temps et de détecter tout de suite les clauses qui ne vous conviennent pas et qui vous permettent justement de retravailler. Un autre cas d'usage qui est finalement chez Ginlo Legal Tech, la société pour laquelle je travaille, mais qui est le même cas d'usage chez mes concurrents, c'est l'extraction de data. Donc c'est de pouvoir extraire des données factuelles, décisionnelles qui sont dans ces contrats. Et on parle de milliers, de dizaines de milliers de documents, contrats. Avant, avec l'IA, il fallait entraîner les modèles. On avait une fiabilité qui n'était pas exceptionnelle. Aujourd'hui, avec l'IAG, beaucoup plus rapidement et sans entraînement de modèle, on est capable en toute langue de pouvoir extraire ces données. Donc pour un contrat de partenariat, de pouvoir éventuellement identifier les 20-30 points les plus importants. Ça, aujourd'hui, c'est le cas d'usage le plus fréquent chez nos clients. Bien évidemment, vous avez aussi, et c'est assez lié, le cas d'usage du résumé du contrat ou de document. Donc on a des clients qui vont télécharger ou importer des contrats de 60, 70 pages et vont demander à la solution de faire un résumé du contrat en 1 page, 2 pages ou une quinzaine de lignes. Dernier cas d'usage,
la traduction. C'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à un niveau de traduction très avancé. Et donc, l'outil permet effectivement de traduire des contrats en toute langue. Voilà un peu rapidement les principaux cas d'usage qu'on peut voir sur le marché. Merci. Alors maintenant, je vais me tourner vers Sumi Saint-Auguste. Et ce que j'aimerais comprendre avec toi, Sumi, c'est vraiment de comprendre dans le cadre de cette accélération actuelle de l'utilisation de la technologie et notamment à destination des professionnels du droit. En fait, pour que justement l'IA ne soit pas une zone de non-droit, l'idée, ça serait vraiment de réfléchir, et je sais que c'est ce que tu fais, puisque je fais aussi partie de ce groupe de réflexion et de co-construction. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur les bonnes pratiques de l'utilisation de l'IA, et j'aimerais vraiment que l'on puisse partir d'une question d'usage, d'une bonne appropriation qu'est cette nouveauté technologique, mais aussi de comprendre à la fois le potentiel et les risques que cela peut induire. Donc, comment finalement on peut ou comment on peut réfléchir à être accompagné dans cette innovation? Merci, Wafa. Alors, justement, si on veut répondre à la question de quelles sont les bonnes pratiques, donc déjà, il est encore trop tôt. On a bien compris qu'on était dans une période d'accélération de l'innovation technologique. Mais le mot-clé dans ta question, c'est l'usage, effectivement. Et c'est d'ailleurs, en l'occurrence, principalement la philosophie qui a été adoptée dans le règlement européen. C'est une approche par le risque, et c'est une approche qui va se concentrer sur la manière dont ces IA, et aussi les IA génératives, vont être mobilisées et utilisées. Je vais faire comme mes camarades, un petit zoom arrière, un peu d'histoire de l'innovation, mais alors je vous rassure, à très courte échéance. On a évoqué les débuts du machine learning, on a fait valoir qu'effectivement les IA ne sont pas seulement cet épisode récent dans lequel on est plongé depuis, disons, 2022 pour le grand public avec ChatGPT, et des modèles qui étaient déjà très bien conçus et entraînés pour faire une tâche. Mais rappelez-vous, alors moi ce qui va m'intéresser, donc, puisque je me situe sur le terrain de l'usage, des nouveaux usages, des nouveaux comportements, des nouvelles attentes et des nouveaux points d'attention, rappelez-vous la sémantique qui a accompagné cette effervescence, cette première ébullition, en l'occurrence la création d'une scène Legal Tech française, donc il y a environ 10 ans. On parlait de juges robots. Déjà, on parlait de est-ce que les avocats, est-ce que les juges vont être remplacés par les machines, par les robots. On parlait d'algorithmisation de la justice. Il y avait tout ce vocabulaire-là que je trouve à nouveau, en fait, dans la littérature aujourd'hui. Et je trouve ça intéressant parce qu'on voit bien à quel point, alors, pareil, l'histoire de l'innovation technologique, il y a vraiment quand même une accélération du fait de l'apprentissage machine. Alors, un tout petit point de technique. Dans l'apprentissage machine, il y a une approche qui est très probabiliste, c'est-à-dire que c'est inductif, on donne à la machine des données à observer, enfin on lui présente des données à observer, et avec un algorithme qui va bien pour une certaine tâche, on entraîne l'algorithme et on modélise en fait la tâche. Et ensuite, la machine est à même d'exécuter la même tâche sur des données nouvelles. Et quand le machine learning est devenu une réalité en fait industrielle, à savoir pour tous les acteurs économiques, notamment de notre secteur, il y a eu cet effet qu'on dit black box, boîte noire, où on n'avait pas, comme tu l'as évoqué, enfin on a un taux de fiabilité qui est qui oscille entre 75, 80, 90. On a cette incertitude et on a ce sentiment d'arbitraire finalement dans le résultat qui est quand même sacrément, je trouve, contre-intuitif pour l'écosystème du droit où c'est soit noir, soit blanc. Il y a une règle qui s'applique, il y a des exceptions, il y a tout un appareil logique qui est très rigoureux et qui ne tolère pas finalement l'approximation et la probabilité. Donc
je reviens à mon point principal, qui est que cette attention et cette vigilance, elle a déjà en fait commencé d'opérer et de se mettre en mouvement. Donc il y a déjà quelques années, et on est finalement, c'est peut-être un bienfait aujourd'hui, on a déjà mûri toutes ces questions. Et donc pour répondre à ta question, justement, la première posture, c'est de savoir poser les questions, d'avoir cette vigilance et cette exigence. Et alors, cette vigilance et cette exigence, elle ne se traduit pas tout de suite, j'ai cité le règlement européen, elle ne se traduit pas tout de suite en termes strictement juridiques. Enfin, il n'est pas question tout de suite de dire si c'est licite ou pas, si c'est déontologique ou pas, si c'est conforme ou pas à la régulation. C'est avant ça, donc il est question d'éthique, c'est de se poser la question de savoir ce qui est attendu et de ce qui est acceptable d'un point de vue moral. C'est peut-être un gros mot, mais c'est de ça qu'il est question. Donc évidemment que c'est strictement corrélé aux droits fondamentaux et qu'il y a une définition juridique à la clé, mais là le sujet donc, qui nous occupe en ce moment chez Open Law, et WAFAP fait partie du groupe de travail, avec le ministère de la Justice, c'est de trouver ce socle très basique, entre guillemets, de valeurs morales sur lesquelles l'ensemble des acteurs pourraient s'entendre. Et quand je parle de l'ensemble des acteurs, c'est sur toute cette chaîne de valeurs nouvelles de l'IA juridique, c'est aussi bien les concepteurs, les fournisseurs de solutions pour l'écosystème du droit et de la justice, qui de fait, de toute façon, seront rattrapés, entre guillemets, par la mise en conformité avec le règlement européen, que les professionnels de justice, enfin de juridique, les professions juridiques dont vous êtes, et évidemment les bénéficiaires finaux, hein, les usagers, les clients des avocats par exemple. Et concrètement, il s'agit de faire quoi là aujourd'hui? C'est déjà de se réunir autour d'une même table avec cette diversité d'angles et de postures professionnelles et puis aussi d'attention, et de se dire voilà, sur quoi on peut raisonnablement s'engager, sur quelles exigences éthiques on peut s'engager à toutes les étapes du processus, donc dans la conception, dans la programmation, dans l'utilisation et dans la communication ou la consommation, disons, des résultats, par exemple, générés par les IA génératives en question, au bénéfice du client final. Donc, sur quoi ça pourrait déboucher à date, hein, parce que c'est un programme de travail qui a démarré il y a moins de 2 mois et qui se poursuit jusque fin mai, je dirais. Ça pourrait, par exemple, être une sorte de grille d'auto-évaluation, des moyens de s'auto-évaluer en tant que professionnel droit-justice. D'abord, pour s'assurer de ce qu'on a bien compris, en fait, ce à quoi on a recours, quelle est la technologie, comment elle opère, quel est son comportement. Alors, petite incise aussi technique, les IA génératives, elles ont une façon de générer du texte qui n'a rien à voir avec les précédentes générations d'algorithmes en machine learning. Et il convient de comprendre à minima que c'est très différent pour comprendre, par exemple, pourquoi une IA générative hallucine, ce qui est un nouveau terme, ce qui est un nouveau comportement. Donc déjà, à minima, comprendre les mécanismes et évidemment être en mesure de communiquer et de le faire de manière transparente et dans une relation de confiance avec son client, avec les usagers. Je me permets, Wafa, on a du temps, j'ai parlé de compréhension. Dans l'accompagnement, il y a aussi, il n'y a pas uniquement le fait de s'auto-réguler et puis de réfléchir aux principes moraux et à la vigilance éthique. Il y a aussi le fait de monter en compréhension, en compétence, et donc de s'initier d'une certaine façon à ces nouvelles technologies. Et là, mon sentiment avec le recul, c'est qu'on ne peut pas, on ne peut pas se dire bon, c'est de la c'est technique. Moi, j'ai juste besoin qu'on me garantisse noir sur blanc que c'est conforme à l'IA Act ou que ça répond à la norme temps. Il y a un tel impact. On est très, tous collectivement, je pense qu'on est très attentifs aux études, aux enquêtes qui sortent à propos de la
de l'impact supposé de l'opinion pour l'instant des praticiens, et puis on regarde aussi tout ce qui sort sur le marché, toutes les expérimentations, mais il y a un impact qui est central en fait pour les services juridiques et au global pour ce qu'on appelle le secteur tertiaire, les prestations intellectuelles. On parle à propos des IA génératives, on parle de révolution industrielle des cols blancs. Donc on pressent bien que des IA, enfin des technologies qui sont à même de générer du texte, de le transformer, d'extraire de l'intelligence et d'accompagner toujours au plus près dans le processus de décision, in fine, enfin, ou de rédaction d'une conclusion ou de décision pour l'autorité judiciaire, on imagine bien que ça va complètement changer la donne, non pas à long terme, mais à court, moyen terme. D'ici à 2 ou 3 ans, les fameuses questions juge robot, algorithmisation, barémisation, etc. vont retrouver une actualité aiguë. Alors, on a encore un petit peu de temps. Peut-être qu'on pourrait donner la parole à quelqu'un qui souhaiterait poser des questions, ou peut-être déjà à vous-même, si vous avez des questions à vous poser entre peut-être vous. Okay. Un propos très complémentaire avec ce que Soumi disait, c'est en marketing de l'innovation, ils appellent ça la courbe de Gartner sur l'appropriation d'une technologie. Et donc, vous avez une nouvelle technologie qui arrive, vous avez évidemment les chercheurs, la presse qui en font qui la présentent comme une révolution. Donc il y a une espèce de hype qui se construit autour de la technologie. Vous avez aussi des startups qui se montent, qui promettent de remplacer je ne sais quelle profession ou d'avoir un impact absolument colossal. Donc la hype continue à accroître. Et au bout d'un moment, les utilisateurs vont quand même se dire c'est incroyable, il ne faut pas que je loupe cette prochaine révolution. Donc ils vont saisir de ces outils, ils vont demander des démos, des comptes d'essai, etc. Ils vont s'apercevoir que la promesse marketing n'a pas été remplie, ou en tout cas pas encore. Et donc vous avez une chute aux enfers de la hype, un peu comme on a eu sur la blockchain, le métaverse, etc. Où là, tout le monde se dit, mais aujourd'hui, de toute façon, tout ça, c'est du bullshit, il n'y aura absolument aucun impact à long terme, etc. Et puis finalement, les entreprises continuent à se saisir un petit peu de cette technologie-là, et l'usage retrouve... la technologie retrouve un peu de hype parce que finalement au bout d'un certain temps, puisqu'il y a une conduite de changement et de l'innovation à faire, il faut un petit peu de temps pour que les entreprises et les entrepreneurs et les équipes puissent trouver le bon cas d'usage, que ce soit intégré dans les process des équipes, et donc sur le long terme la technologie ensuite elle est adoptée et elle contribue à ce phénomène. Et donc là-dessus, il faut à la fois pas surestimer à court terme, c'est les enseignements de Gartner, pas surestimer à court terme les impacts d'une technologie, mais pas non plus sous-estimer à long terme, une fois que la hype est passée, en se disant oui, en fait, l'IA générative remplacera pas le juriste. Ouais, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, les gens sérieux l'ont, je pense, jamais dit. Mais il ne faut pas se dire l'IA générative et en tant que juriste, ça ne me concerne pas. C'est pas vrai. C'est des technologies que vous allez retrouver, en le sachant ou pas d'ailleurs, dans tous les prochains outils métiers que vous allez avoir dans les 50 ou 100 prochaines années. Ou en tout cas avant, j'espère pour vous, si vous partez en retraite un jour. C'est un autre sujet. Et donc là-dessus, c'est à nous aussi, entreprises, d'être vigilants là-dessus, d'identifier assez tôt les obstacles à l'adoption, à l'usage. Typiquement, l'IA générative, c'est l'hallucination. Ça, pour un juriste, c'est absolument intolérable. Et donc aujourd'hui, Doctrine, mais d'autres, on travaille sur, à partir du moment où l'IA générative génère du texte, comment est-ce que je peux ajouter une brique, un petit peu comme je disais tout à l'heure, pour aller identifier les sources. Et donc permettre d'avoir à la fois un texte qui soit généré par une IA générative, mais en même temps, à chaque fois qu'il y a une source juridique, d'avoir le lien cliquable qui va vous permettre d'aller accéder au texte de loi, à la décision de justice, aux commentaires, à une encyclopédie, et qui vous permettent en tant qu'utilisateur assez rapidement de vous dire en fait ça va, je peux lui faire confiance. Au bout d'un moment, peut-être que vous arrêterez de cliquer sur les liens parce que la technologie, l'usage sera mature. Et donc c'est un petit peu cet aller-retour qu'on fait entre les usagers et la technologie. Il y a encore quelqu'un qui veut intervenir parce que du coup, j'ai une question, mais je vais peut-être demander d'abord s'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Est-ce que l'un de vous souhaiterait poser une question ? Soyez pas timide. Bon, alors je vais poser ma question. En fait, vous y avez déjà un petit peu répondu, mais est-ce qu'on pourrait un petit peu dresser, vraiment là je vous pose une question comme ça en direct live, les freins qu'on peut identifier finalement
à l'appropriation de l'IA aujourd'hui? C'est quoi les freins? Je pense que le frein, quand on est en droit, c'est ce que vous disiez tous les deux, c'est la fiabilité. Donc la fiabilité, c'est est-ce que la source existe vraiment? C'est ton premier sujet. J'en rajouterai peut-être une. Si elle existe, est-ce qu'elle est en vigueur? C'est l'autre problématique. Ce qui fait que si on regarde ce qui s'est passé entre 2015 et 2022, l'IA travaillait beaucoup sur ce que j'appelle la donnée brute, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas le droit de toucher, les textes de loi, les décisions de justice. Peut-être qu'aujourd'hui, l'IA va un peu plus travailler aussi sur la doctrine, parce que la doctrine, elle a un avantage, en tout cas pour les ouvrages, c'est que déjà, on peut essayer de rédiger ça en question-réponse, ce qui est de la machine à comprendre, et on peut avoir un peu plus de certitude sur ce qui est en vigueur. Voilà. Je parle notamment des décisions de justice, quand il y a eu un revirement, est-ce qu'elle est toujours en vigueur? Il ne suffit pas d'aller jusqu'à la Cour de cassation éventuelle, déjà est-ce qu'elle existe, on ne sait pas. Il faut savoir s'il n'y a pas eu un revirement ou s'il n'y a pas eu une loi qui fait que la décision de justice est plus valable. Donc en fait, 1, la source doit exister, 2, la source doit être en vigueur. Et ces deux choses-là vont augmenter la fiabilité, et c'est là qu'on en arrive aussi à la conclusion de Philippe, de dire peut-être qu'un jour, vous ne cliquerez plus sur les liens. Alors si on est juriste, on reviendra au fondement, mais au moins, on aura un peu plus une certitude sur ce sujet. Et je pense que c'est ça notre enjeu aujourd'hui. Je peux peut-être compléter, parce qu'effectivement, sur la doctrine, il y a des éditeurs qui sont engagés dans des travaux, des chantiers de conception de modules, enfin de couches, de génération de synthèse sur leur propre fonds documentaire. Donc c'est le cas en l'occurrence chez Lefebvre Dalloz qui sort un produit aujourd'hui et qui consomme avant tout de la doctrine, parce que précisément les rédacteurs ont déjà eux pris, enfin c'est leur métier, ils ont pris soin de tenir à jour par exemple leurs paragraphes de Memento ou leurs encyclopédies. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement le point de la source sur laquelle on peut cliquer, qu'on peut ouvrir pour s'assurer de ce que l'IA n'est pas allée chercher ailleurs. Donc il y a effectivement en ce moment une sorte d'état de l'art en matière d'ingénierie. On a cité le RAG. Effectivement, on adresse la puissance de ces IA génératives sur un périmètre de données qui est fermé, donc qui est garanti, qui est sécurisé d'une certaine façon. Donc on sait déjà que l'IA n'ira pas aller chercher des données qui ont été pré-entraînées sur le web avec donc possiblement tout et n'importe quoi, comme ça a été le cas, on l'a vu à l'occasion de certaines affaires aux États-Unis. Et là, pour autant, l'hallucination, le fait du comportement de ces IA, elle peut aussi se faire sur des données parfaitement fiables. Et là, donc, il faut combiner, c'est pour ça que je parle d'ingénierie, il faut aussi combiner d'autres recettes ou d'autres bonnes pratiques qui sont, par exemple, de brider l'IA en question et de lui interdire d'être créative et de s'en tenir vraiment à la version la plus stable de ce qu'elle sait faire et de ne pas aller au-delà. Donc tout ça est passionnant parce que c'est en train de se mettre en place et on est tous les uns les autres, je pense, à emprunter à peu près les mêmes chemins. Et je reviens sur les freins, je pense qu'on les lève les uns après les autres parce que on découvre, c'est le chemin de l'innovation par essence. Il y a d'autres freins à mon sens qui sont un peu plus macro, alors qui ne sont pas sociétaux. Mais qui sont économiques, parce qu'on est quand même aujourd'hui dans une situation étonnante. C'est un écosystème qui est absolument concentré sur un seul acteur qui a un sacré soutien, donc en l'occurrence OpenAI avec Microsoft. Et donc on est déjà en train de parler de concentration, etc. Et rappelez-vous, donc je fais encore mon zoom arrière, désolé, mais rappelez-vous, on y est encore, l'hégémonie d'un moteur de recherche qui se trouve être la propriété de Google et face auquel tout le monde, tous les éditeurs de contenu, quels qu'ils soient, se sont alignés. Donc ça, pour moi, c'est un vrai frein actuel, dont je pense vous parler abondamment au sein de France Digital, parce qu'il y a un enjeu aussi de souveraineté, et pas uniquement d'un point de vue économique ou géoéconomique, d'un point de vue aussi culturel, parce que là, on parle de droit, n'est-ce pas? Et le droit qu'on pratique ici et qu'on exerce ici, c'est pas le droit, c'est pas la common law, en tout cas pas uniquement. Et voilà. Et donc là, c'est aussi un point de vigilance, un point d'attention à mon sens majeur,
que de voir comment cet écosystème autour des IA génératives, je parlais de chaîne de valeur de l'IA juridique, va se mettre en place dans les mois et années à venir, à quel point l'Europe et la France vont réussir à poser le point de la différenciation culturelle, et pas alors, parce qu'on parle de modèle de langage, le droit est un langage, et il emporte tout un appareil et une façon de raisonner qui lui est propre. Donc ça, c'est pour moi un frein et un point d'alerte. Et alors, économique, ça veut dire aussi que pour l'instant, c'est très coûteux. C'est très, du coup, d'un point de vue microéconomique, c'est un risque assez conséquent que toutes les entreprises prennent à aller s'abonner à une seule API pour un seul acteur, même s'il y a il y a des nouveaux entrants comme Mistral, il y a plein d'autres modèles. Donc, voilà, il y a des freins aussi de ce côté-là. Mais oui, si je peux juste rebondir, en effet, nous, c'est ce qu'on avait constaté donc, sur cette partie des freins, justement, à l'adoption de la Legal Tech, et je pense que ça s'applique aussi finalement à l'IA, puisque le frein principal qui reste aux gens qui n'adoptent pas du tout ou qui n'adoptent pas plus, c'est le budget. Le deuxième, c'est le temps, le manque de temps en fait pour s'en occuper, se poser les questions. Et le troisième, ce qui est intéressant, c'est en fait le manque de connaissances des solutions proposées. Ils ont encore, malgré tout ce qui existe, cette impression de ne pas forcément savoir ce qui est proposé et surtout qui propose quoi et comment faire son choix. Et c'est pour ça qu'il existe des choses très bien, comme les rendez-vous de transformation du droit. Et peut-être en complément sur la partie économique, et cette fois c'est plutôt vous que ça concerne, mais c'est la conduite du changement pour les directions juridiques et pour les cabinets d'avocats. Un cabinet d'avocats, s'il y a un usage où l'IA générative est hyper pertinente et que vous continuez à facturer à l'heure, et bien nécessairement, et que des acteurs du marché se mettent à faire du forfaitaire, votre business model il va changer, que vous le souhaitiez ou pas. Donc il faudra vous adapter. Et pareil, les directions juridiques qui ont des habitudes de travail et qui vont du coup avoir des gains de productivité, comment est-ce qu'on les redéploie, comment est-ce qu'éventuellement on fait monter en compétence les gens de son équipe. Et donc il y a énormément de questions à se poser aussi du côté de l'usager. Là-dessus, je pense que c'est primordial. Écoutez, je pense qu'on est arrivé au terme de cette table ronde. C'était vraiment très intéressant. Et je vous remercie vraiment tous. Voilà. Merci aussi de nous avoir écoutés avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Merci. Merci.